La parole est à Sébastien Denis, professeur en histoire, cinéma et médias à Paris 1, rattaché au laboratoire ISOR, Images, Société, Représentation, et qui est donc, avec Guillaume Soulez, à l'origine de ce programme de recherche sur les variétés. Et Sébastien, tu vas évoquer Enrico Macias et le concept de nostalgérie. Merci beaucoup, Marine. Il y a un tout petit changement dans l'intitulé. J'ai rajouté la revendication identitaire parce qu'elle a une place importante donc dans le titre, et j'ai changé les bornes juste d'un an, mais 64-69, qui correspond davantage en fait à la réalité de ce que j'ai trouvé dans les archives. Donc pour dire que je vais parler d'Enrico Macias, qui est une star qui apparaît vraiment, un nouveau chanteur, on va dire, et il est nouveau de plein de manières différentes, qui apparaît en 1964 à la télévision. En fait, il y a 2 apparitions précédentes, j'en reparlerai, mais il apparaît d'un point de vue populaire à ce moment-là, et il va apparaître comme étant le porte-parole en fait d'une catégorie sociale tout à fait nouvelle qui s'appelle les pieds noirs, donc les rapatriés d'Algérie, alors même qu'en fait il a un statut particulier, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un juif d'Algérie, donc en fait techniquement parlant, c'est pas un Européen d'Algérie, c'est un Juif d'Algérie, c'est très différent, j'y reviendrai. Mais en tout cas, il va apparaître comme étant le représentant de cette nouvelle communauté qui naît juste à la fin de la guerre d'Algérie. Alors d'un point de vue sémantique, j'évoquerai tout simplement parce que Enrico Macias en parle lui-même dans ses livres. Il a écrit plusieurs livres. La différence dont je parlais ce matin entre la variété, entre le genre musical, on en reparlera tout à l'heure, je crois aussi, entre le genre musical, et effectivement, c'est intéressant parce que très tôt, il parle de la variété, effectivement, comme genre musical, et les variétés en tant que genre spectaculaire, à la fois à la scène puis à la télévision. Et c'est important de dire qu'effectivement, il va vivre ce chemin-là, en fait, qui est le chemin qui va de la scène vers la télévision. Donc c'est quelqu'un qui va apparaître justement d'un point extrêmement rapidement, mais qui va être tout simplement utilisé d'une certaine manière, je trouve. Enfin, il y a une dimension politique dans l'analyse que je fais d'Enrico Macias, qui est l'utilisation qu'en fait l'ORTF, puisque c'est après 1964, donc c'est après la création de l'ORTF, la transformation de la RTF en ORTF, et donc évidemment, d'une certaine manière, pour moi, il rentre très bien dans le triptyque informer, éduquer, divertir, issu de la BBC, mais repris évidemment dans les années 50 et 60 par la RTF puis l'ORTF, et comme le dit Enrico lui-même, j'ai trouvé une citation que je trouve intéressante. Il parle de Mariety Carpentier en particulier. Il dit: Mariety a fait beaucoup pour moi, elle m'a donné confiance. C'est dans ses émissions que j'ai appris à jouer la comédie, à faire des sketchs, à danser. Dans leurs émissions, donc celle des Carpentier, on ne se contente pas de pousser sa chanson en promotion, il faut donner au téléspectateur ce qu'il n'a pas l'habitude de voir, ce qu'il ne s'attend pas à voir. Donc il y a cette notion-là dont on a parlé à plusieurs reprises, qui est la théorie très tardivement, c'est 2015, mais il en parle dans ses livres précédents, même au début des années 1980. Et donc, ça me semblait important de dire que y a bien le spectaculaire qui est présent, cette idée des variétés au sens initial du terme, en fait, qui intègre, qu'il théorise, en disant, finalement, c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui a fait la spécificité aussi d'Enrico Macias, c'est de pouvoir jouer, en fait, entre la variété et les variétés, d'une manière tout à fait particulière. Je vais y revenir évidemment, j'aurai pas le temps de dire tout ce que j'avais envie de dire évidemment, mais c'est pas grave. Alors, quand il arrive en France, Enrico Macias est inconnu. Il arrive en juillet 1961, donc avant l'exode massif des Pieds Noirs. Il arrive à ce moment-là, en juillet 61, parce que son oncle, qui est un musicien très important, et dont il est le guitariste, a été assassiné en juin. Donc un mois avant, donc il quitte l'Algérie à ce moment-là, et assez rapidement, il va jouer dans des cabarets.
et il va se faire il va commencer à être connu au début des années 60. Après son arrivée en 61, il va un peu galérer, il va faire des cabarets pas très bien payés, etc. Mais assez rapidement, il fait une chanson qui s'appelle Adieu mon pays, et cette chanson Adieu mon pays va avoir un succès très important. Elle va se vendre en 1962 à 100 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un jeune artiste, et ça va se vendre en tout à 600 000 exemplaires sur la durée, d'accord ? C'est une sorte de hit sur la durée. Et ensuite, il va faire d'autres succès, hein, donc ça fait pas partie de mon corpus, mais c'est important d'avoir en tête que ça arrive juste avant finalement son succès et son apparition à la télévision, puisqu'en 62, il va effectivement faire un autre hit qui est l'Oriental, qui est un de ses succès principaux. Il va faire 100 000 ventes pour l'Oriental. Et en 63, il fait El Porón Pompero, qui est en fait également un succès et qui se vend donc à 130 000 exemplaires. Et ensuite, sa carrière explose. Et c'est intéressant parce qu'Enrico Macias ne fait pas du tout partie des yéyés, du twist, ni du rock, encore moins. Il est en dehors de ça et il fait pas partie de la famille, un peu salut les copains. Il est vraiment en dehors de ce système-là. Et il n'apparaît qu'une fois dans le référendum Salut les copains, qui est une sorte de hit parade, si vous voulez, dans lequel Johnny est premier pendant quasiment toutes les années 60, sauf un an où il est supplanté par Adamo. Mais c'est en fait un grand vendeur. Et il y a d'autres grands vendeurs qui ne font pas partie de ce référendum, et notamment ils sont d'origine étrangère. Donc je trouve que ça vaut au moins le coup de le dire. Aznavour, Dalida n'en font pas partie. D'accord ? Donc je dis pas forcément que ça c'est un signe de racisme systémique ou quoi. C'est simplement intéressant de voir que on a la célèbre photo de Salut les copains de Jean-Marie Perrier en 66 et qu'aucun des trois n'est dessus, alors que ce sont d'immenses vendeurs de disques. Donc c'est en soi intéressant de voir qu'ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas acceptés dans une vague yéyé, twist, etc. Parce que, d'une certaine manière, ils ne font pas le même type de musique. Ils font effectivement un autre type de chanson. Et pourtant, donc c'est une sorte de paradoxe. Il dit, c'est parce qu'il a un succès public très important qui dépasse largement les Pieds Noirs. Soyons clairs, j'en reparlerai, mais qui est en fait une rareté. Il dit, j'arrive en plein avènement du rock'n'roll et du twist, des musiques qui me sont totalement étrangères. Je dirais ça parce qu'il vient de la musique savante judéo-arabo-andalouse, j'en parlerai tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui n'a absolument pas le même background que les autres, et d'emblée, je passe pour un has-been. Donc il dit ça en 2001, je trouve ça intéressant. Or, c'est un énorme vendeur, c'est-à-dire, là je vous ai mis juste quelques tops, donc c'est une compilation, j'ai pas pu vérifier, si vous voulez, la réalité de ça, mais enfin ça semble relativement cohérent. On voit bien, il est 3e, c'est sûr, j'ai fait 63, 65, là il est premier, il est 5e, alors avec des fois des titres qui sont les mêmes, des fois pas. Là, il est 10e, là, il est 13e, là, il est 4e, là, il est 1er, 2e, 7e, 4e, 2e, 10e, etc., etc. D'accord ? C'est un gros vendeur. Il vend beaucoup. Il a des disques d'or. Donc c'est quelqu'un qui effectivement va avoir une surface, si vous voulez, médiatique qui est intéressante. Et c'est évidemment la présence qu'on voit donc là j'ai repris moi aussi l'histogramme. On a un certain nombre à l'avoir repris. L'histogramme de l'INA, qui donne une idée. Faites très attention au fait quand même que dans ces chiffres-là, très souvent, par exemple, il y a une émission, mais une émission donne lieu à 5 ou 6 références qui du coup vont s'ajouter et vont créer en fait. Donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, ça donne simplement une idée du fait que si un artiste comme Enrico Macias apparaît 5 ou 6 fois dans une même émission, ça veut dire que c'est important, sinon il apparaîtrait qu'une seule fois pour faire une chanson. Le fait qu'il ait beaucoup de chansons, c'est une star à qui on donne une surface plus importante. Donc faut pas le prendre pour argent comptant, et en même temps c'est assez important de l'avoir en tête. C'est quelqu'un qui vend beaucoup d'argent, qui gagne beaucoup d'argent, et qui est très humble par ailleurs sur cette question économique, mais qui voilà, qui a un début de carrière tout à fait fulgurant. Et donc là, moi je vais faire 64, 69 parce que c'est la première grande période, si vous voulez, de sa carrière, et donc en termes de représentativité, on parle
un sujet en 1962, un sujet en 1963. Donc le premier sujet, j'en parlerai, c'est dans 5 colonnes à la une, hein, qui va générer en fait le début de sa carrière. Mais à la télévision, ça va vraiment être à partir de 64. Hein, donc c'est plus gros hit dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, on a le pic, c'est 56 sujets, si vous voulez, sur une année. Hein, les sujets étant donné, je viens de le dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il est effectivement présent, hein, il a une forte représentation. Voilà, donc ça me semblait important d'en parler. Et donc évidemment, vous voyez que c'est corrélé aux chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure, aux chiffres de vente. Hein, c'est-à-dire que les chiffres de vente, voilà. Ce qui est intéressant, par contre, juste pour dire ça, et même pour les étudiants, c'est intéressant de se dire que par exemple cette première phase est tout à fait représentative des ventes d'Enrico Macias, et que tout le reste, par contre, n'est absolument plus représentatif de ses ventes. Il vend de moins en moins, et par contre, il a une visibilité extrêmement importante. Donc là, ça aurait été intéressant de pouvoir le faire sur la longue durée. J'ai absolument pas le temps, j'ai même pas le temps de faire ce que je dois faire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que derrière tout ce qui est à partir de 70, en fait, vous voyez que jusqu'en 2003, il y a des pics qui sont très importants. Il y a des retours qui sont liés aussi justement à ses autobiographies, qui sont liés à tout un tas de choses. Bon, j'ai pas le temps de revenir dessus, mais ce n'est plus lié aux ventes. C'est lié au fait qu'il est très connu et qu'effectivement, en tant que personnalité, il apparaît dans les médias. Premier point, donc j'ai mis une variété socio-historique, est-ce que ça existe, et la question des variétés, là j'ai plutôt mis une variété, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est la chanson de variété. Je parlais tout à l'heure des variétés au sens générique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc identité composite et feu de l'actualité, donc Macias apparaît dans des JT ou des magazines, et en particulier, ce qui va le lancer, c'est un 5 colonnes à la une important, hein, un des plus importants concernant la guerre d'indépendance algérienne, qui s'appelle donc Octobre 62, les Français d'Algérie, hein, qui est un ensemble de sujets très importants, dans lequel il apparaît en ouverture. C'est lui qui ouvre le sujet, il n'est même pas présenté. Il apparaît comme le représentant des Pieds Noirs. D'accord, et c'est tout à fait important. Alors là, j'ai pas le temps, mais j'ai travaillé sur la guerre d'Algérie pour ma thèse, et j'ai montré à quel point 5 colonnes à la une était en fait tout à fait servile par rapport au pouvoir politique, hein, c'est-à-dire en gros ils acceptent des sujets qui leur sont donnés par l'armée, par le Premier ministre, etc. Donc voilà, enfin, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas du tout, il n'y a pas d'indépendance fondamentalement éditoriale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gestes d'indépendance, mais il n'y a pas d'indépendance éditoriale. Et à mon sens, ce qui me semble, alors pas certain, mais ce qui me semble cohérent, en tout cas avec ce que j'avais montré dans la thèse, c'est que la présence de Macias dans un certain nombre de JT et dans un certain nombre de magazines comme 5 colonnes me semble assez significatif de la volonté de l'ORTF d'instrumentaliser l'image d'un pied noir et d'en faire finalement la figure la plus sympathique, la plus positive d'un pied noir pour, en gros, rendre acceptable pour la population française cette nouvelle population. On parle quand même de quasiment 1 million on les appelle des rapatriés, ce qui n'a aucun sens. Il y a rapatrier, ça veut dire revenir vers la patrie. C'est les Européens, ni les Européens d'Algérie, ni les Juifs d'Algérie dont j'ai parlé, non pour patrie la France. D'accord ? Donc ça n'a le titre même n'a pas de sens, mais il a un sens au niveau administratif. Et donc il y a cette idée que ce sont des rapatriés. Et que lui, qui pourtant est juif, et je parlerai tout à l'heure, je dirais à quel point il y a une différence très importante entre les Européens d'Algérie et les Juifs d'Algérie, représente en fait cette communauté qui vient d'arriver. Et je pense, je fais un parallèle. Attendez, où est-ce que j'ai foutu ça Bon, je ne sais plus où c'est, mais pardon, c'est beaucoup plus loin. Décidément, je n'en réussirai à rien faire de ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Je parle d'un film qui s'appelle Les Oliviers de la Justice, dont je parle aussi dans ma thèse, qui est un film de James Blue, qui est un film sur les pieds noirs de 1962, qui a été quasiment intégralement filmé en Algérie même, mais payé par l'État, à la demande de Gaulle, pour donner une image favorable des pieds noirs et surtout pour les faire rester en Algérie. Donc ça veut dire que c'est aussi pour dire qu'il y a une volonté quand même étatique de laisser les
Européens d'Algérie là où ils sont, c'est-à-dire en Algérie. Mais une fois que c'est trop tard, que c'est terminé, il y a une volonté, à mon sens, de mettre en avant justement ce jeune homme bien sous tout rapport pour justement créer quelque chose de nouveau, une imagerie nouvelle autour des pieds noirs qui débarquent, que les Français ne connaissent pas, et donc ça me semble important d'avoir ça en tête. Donc là, Macias, c'est intéressant d'avoir en tête aussi qu'il a déjà fait de la télé en fait en Algérie. L'Algérie, on le sait assez peu, mais malheureusement c'est très difficile de faire une histoire de la télévision en Algérie puisque les archives sont pour beaucoup détruite et pour beaucoup en Algérie totalement inaccessible. Mais en tout cas, il dit la mutualité où il a été tourné pour le sujet de Saint-Colonne, la mutualité est une grande salle, mais j'ai l'expérience des émissions de télévision en Algérie. Et je ne suis pas trop gêné par les caméras de télévision. D'accord ? Donc il débarque, mais en fait il a déjà une histoire avec la musique d'une part et avec la télévision d'autre part. Et il dit aussi dans un autre livre, c'est inimaginable à quel point ce coup de pouce va être déterminant. Les Pieds Noirs qui ne me connaissaient pas encore vont me découvrir. Cette chanson, donc Adieu mon pays, devient leur hymne. Voilà, donc, et c'est surtout l'occasion pour moi d'étendre mon écho au-delà de la communauté des rapatriés. Donc tout ça, évidemment, amène à une espèce de réflexion qui n'existe pas encore à l'époque sur ce terme de nostalgie que j'ai utilisé moi-même, qui en fait n'est utilisé, existe depuis le milieu du 19e siècle. C'est quelque chose, c'est pas du tout, c'est un néologisme, mais qui est ancien, mais qui est utilisé uniquement d'un point de vue réellement d'une analyse qui dépasse le sentimentalisme à la fin des années 60. Donc c'est un concept qui n'existe pas en fait exactement pour le début de la carrière d'Enrico Macias, mais c'est un concept qui est évidemment intéressant puisqu'il va être porteur de cette nostalgie pour cette communauté pieds noirs. Alors son premier hit, c'est en audiovisuel, ça va être un Scopitone d'Enfants de tout pays en 1963. Donc là, je peux juste vous montrer un tout petit peu. C'est l'esthétique est un peu étrange, mais on voit, ça mélange le western, ça mélange en fait une guitare espagnole. Donc ça a un sens tout simplement parce qu'en fait Enrico Macias s'appelle Gaston Grenacia et qu'il il est issu d'une communauté de juifs séfarades, donc des juifs issus de l'actuelle Espagne, si vous voulez, qui ont été chassés à la fin du XVe siècle et qui sont retournés là-bas, mais là-bas, qui sont allés, qui ont été chassés, qui se sont donc installés dans l'actuelle Algérie, si vous voulez, et il est le fils, donc en même temps, d'une juive berbère, et donc je ne sais pas si vous avez en tête un petit peu la sociologie en Algérie, mais il se trouve que les berbères, les juifs berbères sont installés depuis en fait des milliers d'années potentiellement. Voilà, donc il est issu d'une famille d'un côté juif berbère, de l'autre séfarade, et donc c'est un juif d'Algérie. C'est beaucoup plus que ce n'est un Européen d'Algérie. Donc il est fondu, c'est important de l'avoir en tête, et son esthétique musicale et une grande partie du fait de ses textes sont liés au fait qu'il soit effectivement juif et qu'il ait une sorte de volonté d'affichage, en tout cas de paix, enfant de tout pays, etc. Vous voyez que c'est une chanson qui est positive. En gros, la question, c'est celle d'une espèce de positive attitude, en fait, de rapatrié, qui ne serait pas gênant, qui irait dans le sens d'une communauté acceptée, une nouvelle communauté qui serait la communauté française, dans laquelle, finalement, il ne ferait pas problème. Donc, il joue ce rôle-là, d'une certaine manière. Donc, on va le voir à plusieurs reprises, au JT également. Donc là, je vais pas avoir le temps, évidemment, de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, mais c'est important d'avoir en tête qu'il assume, en fait, cette part de pied-noirité, j'appelle ça la pied-noirité, cette pied-noirité, il l'assume alors même qu'il n'est, en fait, pas européen d'Algérie. D'accord ? Donc et il met très longtemps à l'assumer, et ça sera à la toute fin, donc en 1969, dans le tout dernier extrait que je ne vous passerai pas, se met en avant l'idée d'une judéité. C'est-à-dire, il va effectivement changer dans son affichage et passer d'une pied-noirité où en fait il représente l'ensemble de la communauté à son vrai moi, c'est-à-dire effectivement, il est juif. Vous savez sans doute à quel point aujourd'hui ces questions-là, il est
pour l'État, enfin, il développe, il est complètement, à chaque fois, il est anti-palestinien et pro-Israël. Donc au jour d'aujourd'hui, ça lui cause plein de problèmes. Ça lui en posait déjà à cette période-là, puisque évidemment, c'est pas à nouveau la question israélo-palestinienne. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir tout ça en tête avant donc d'aller sur le terrain. Donc il réapparaît dans 5 colonnes à la une dans un autre sujet que de toute façon je voulais pas vous montrer, donc ça tombe bien. Mais ensuite il apparaît donc finalement dans notre vrai sujet, qui sont les variétés. Et là, je fais l'analyse de... Oui. Bien sûr. En gros, un Massias entre émotion et humour, puisque c'est en fait, j'appelle ça un bon client. C'est un bon client. Tout à l'heure, on en avait un autre bon client. C'est un bon client simplement parce qu'il est, et c'est intéressant puisque ça recoupe un peu ce que disait Jérôme Bourdon ce matin sur la question de l'émotion, de comment on crée quelque chose, on se connecte au public. Et les variétés, en fait, sont importantes puisque ça permet de synthétiser la persona musicale. Il fait, en l'occurrence, c'est une espèce de synthèse de variétés, mais avec une origine qui est la musique savante, qui s'appelle le malouf. Il est lui-même musicien de malouf. Il est guitariste avec son père qui est violoniste dans un grand orchestre qui est l'orchestre de Cheikh Raymond, qui est un grand artiste de malouf, qui est donc assassiné en juin 1961. Et donc il vient lui de cette couleur-là, et il ne serait jamais devenu ce qu'il est d'une certaine manière sans l'aide d'un parolier qui s'appelle Jacques Demarmy, qui est français mais qui a été élevé en partie en Algérie, et donc qui l'aide en fait et qui a été monsieur loyal au cirque, qui a fait de la radio, enfin bref, il est sur l'ensemble de ce que nous on peut considérer comme les variétés. Et donc il va se retrouver dans un nombre très important de sujets, enfin d'émissions de variétés, Achetant des têtes de bois, Rendez-vous avec, donc c'est un unitaire spécial, Discorama, plusieurs reprises, Music Hall de France, La La La, Palmarès des chansons, Top A, Enrico Macias, c'est dans un ensemble de choses, et il va jouer des cartes, et les journalistes de ces émissions et les producteurs vont jouer cette carte, d'une part de l'émotion, c'est le cas de Denise Glaser, dans Discorama, qui le reçoit à plusieurs reprises et qui insiste assez lourdement sur le fait que c'est quelqu'un justement qui est émouvant, qui est juste, qui est donc là c'est pareil, j'ai pas le temps, mais vous regarderez tout ça évidemment. Je vais vous montrer par contre quand même donc il y a d'un côté l'émotion, de l'autre il y a un humour pataouette, c'est-à-dire un humour qui vient d'Alger, un humour algérien on va dire, avec un numéro spécial qui s'appelle Au Guitare, dans lequel il va jouer une hyper pied-noirité, donc en 1965, qui lui permet donc parce qu'il adore faire rire les gens, il le dit dans ses c'est ouf. Enrico Macias, je crois que c'est lui. Bon, donc vous voyez, il y a quand même une écriture, quelque chose qui fait en sorte de valoriser donc ce côté sympathique, cette faconde, cet humour avec ce parler pied noir. Et donc ça, c'est un ensemble de choses qu'on va retrouver finalement, qu'on va retrouver un peu tout le temps dans la carrière de Macias. Donc ça me semble important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que il va 0 minute, absolument. 0 minute et 0 seconde. Voilà. Bon, par contre, donc ça va tout le temps être sa carrière, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, mais assumer la pied-noirité et donc la représenter, assumer sa communauté, et en même temps, donc à la fin de la période, en 1969 en particulier, affirmer une judéité dans un contexte qui, effectivement, est un contexte national extrêmement tendu. Tixier-Vinancourt a été candidat à la présidentielle en 65. Alors le Front National, a été fondé en 72, donc il est pas encore là, mais et le contexte international, c'est la guerre israélo-palestinienne, évidemment, 67, 68, 69, etc. Bon, bref. Donc là, on peut pas revenir sur toute cette histoire-là, mais il faut avoir en tête que lui, il joue, donc peut-être ça, je peux terminer là-dessus. Il assume en fait aussi cette
cette judéité à travers une invitation qui lui a été faite. Il chante plusieurs chansons dans Télé Dimanche, et donc dans une de ces chansons, c'est Noël à Jérusalem, et donc ça commence comme ça. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire que d'une certaine manière, c'est pas qu'il refuse la pied-noirité, c'est qu'il se dissocie, et là c'est très politique, il se dissocie effectivement d'une extrême droite qui a tendance à capter l'image de l'Algérie, évidemment, à des fins patrimoniales, alors qu'en fait, lui, et c'est ça que je voulais dire dans cette question du patrimoine colonial, en fait, il représente davantage un patrimoine précolonial, qui est celui des Juifs, séfarades et berbères, qu'une pied-noirité, si vous voulez, européenne. Et donc, il est comme ça constamment dans cette idée d'assumer cette pied-noirité, de la surjouer, et il y a à nouveau, il y a des sketchs en 72, en 75, etc. Donc ça revient, si vous voulez. Donc d'un côté, il est sur cette pied-noirité, de l'autre, il est sur cette judéité. Et jusqu'à aujourd'hui, il joue en fait entre les deux. Bon, alors évidemment, ça a beaucoup, sa popularité, d'une certaine manière, a beaucoup baissé. Mais c'est important quand même de prendre en compte cette spécificité, on va dire. Donc juste pour terminer. C'est-à-dire. Il veut bien, oui, il veut bien. Oui, il veut bien. Oui. En gros, bon, en conclusion, je dirais, est-ce qu'il y a des variétés politiques ? La réponse est oui. Alors, on l'a déjà dit à d'autres moments, mais c'est intéressant d'avoir donc. J'ai dit tout à l'heure à quel point il pouvait y avoir une instrumentalisation politique d'Enrico Macias. Je pense que c'est une donnée, mais on voit aussi que Enrico Macias lui-même instrumentalise quand il le veut, quand il le souhaite, le média télévision. Médium télévision, mais aussi cette case spécifique des variétés. Et donc les variétés, c'est aussi donc une espèce de conteneur dont tu parlais tout à l'heure, Jérôme. Et à l'intérieur, eh bien, on a un ensemble de choses. Et la politique peut être présente même là où on ne s'y attend pas. Et donc je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Et que donc cette question d'identité et d'utilisation de l'identité, elle est un peu à double. Voilà, elle marche dans tous les sens. Et donc, bon là, il faudrait faire une analyse plus détaillée. Là, c'est un début de travail. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous donner ces pistes-là. Voilà, pardon, désolé d'avoir dépassé.